Bonjour, chers internautes, ou plutôt bonsoir. La revue de géopolitique profonde, vous vous souvenez, c'est essentiel pour nous rejoindre notre communauté. Vous avez une semaine de gratuité, que ce soit dans sa version papier ou sa version numérique, et vous bénéficierez ainsi de l'espace privé qui vous apporte des formations financières. C'est Noël, ou bientôt Noël en tout cas, donc c'est le moment des achats des produits dérivés de géopolitique profonde, à savoir la boutique. Vous y avez évidemment le mug, on l'a tous, GPTV bien évidemment, les casquettes, les bonnets, il commence à faire froid, et puis pour des personnes comme moi, c'est pas mal ça. Je crois qu'on a un autre invité qui sera dans la même situation que moi tout à l'heure, je vous le présenterai, ou des sweats à capuche, vous voyez, il y a absolument de tout, chers internautes. Donc, une émission entre autres sur la fabrication de l'ennemi, et en Europe, Macron, qui est dans de beaux draps, va-t-il s'en sortir? On peut à un moment donné faire un petit peu d'actualité si c'est nécessaire. Je me tourne tout de suite vers mon compère de ces plateaux du direct du vendredi soir, c'est-à-dire Laurent Arthur Duplessis, journaliste et géopolitologue. Quelle est votre actualité? Eh bien, justement, je suis préoccupé, moi, par la crise syrienne actuelle, qui est une dérivée des événements israélo-libanais, enfin, et Alors, tout vous gazaouis-libanais. préoccupe, Laurent Arthur Duplessis. C'était la Russie, les frappes dans la profondeur, Oui. et vous voilà maintenant au Et Proche-Orient. ça, dans la droite ligne de mes livres, où j'annonçais de plus en plus. La Troisième Guerre mondiale. Et oui. Elle est là, au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Et alors, le livre de Pierre Conessa, La fabrique de l'ennemi, je pense que c'est un livre fondamental. Parce qu'en Vous croyez qu'il est invité aujourd'hui, c'est ça? Vous ne me divulgachez pas mes présentations. Parce que on voit bien au cours de l'histoire comment des gouvernements en difficulté sur la scène intérieure cèdent souvent à la tentation de faire des aventures extérieures, des aventures militaires, pour essayer de faire l'union sacrée derrière eux. Le tsar l'avait fait en 1904 contre le Japon, ce qui avait donné une catastrophe en réalité, et ce qui avait été la première grosse alerte avec la révolution de 1905, enfin avortée, mais la première grosse alerte qui a précédé 1917 pour le régime. Là, Macron, on voit bien qu'il a ce même genre de tentation actuellement. Oui. Comme il est en pleine déconfiture sur la scène intérieure, que fait-il? Il parle d'envoyer des soldats français sur la scène ukraino-russe, donc d'engager à peu près directement la France dans ce conflit. Il dramatise à outrance. Alors, quand il y avait le Covid, il disait « nous sommes en guerre ». Alors, c'était le Covid. Mais on se demande en guerre contre qui, hein, c'était le Covid. Mais alors là, maintenant, évidemment, avec la Russie, c'est beaucoup plus convaincant que le Covid, évidemment, pour effrayer les braves gens. Et il y a chez les Américains, alors, depuis qu'ils sont orphelins de l'affrontement Est-Ouest, effectivement, la tentation permanente de se fabriquer de nouveaux ennemis et d'entraîner à leur suite leurs vassaux européens. Et ça peut prendre tout cela une tournure dramatique. Alors ça tombe bien que vous parliez de la fabrique de l'ennemi, Laurent Arthur Duplessis, puisque nous avons la chance, en effet, d'avoir Pierre Conessa. Bonjour, Bonjour. Pierre Conessa, et bienvenue sur ce plateau de géopolitique profonde, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, la fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi, c'est pratique. Ça s'appelle entre autres de la casuistique. Hollywood, armes de propagande massive, ou encore les mécaniques du chaos. Si vous voulez nous dire peut-être quelques mots sur ce sujet, déjà au préalable. Oui, moi j'ai écrit le livre sur la fabrication de l'ennemi quand j'ai quitté les questions stratégiques. Et puis il y avait un contexte effectivement qui était celui de la disparition de l'URSS, c'est-à-dire quand vous êtes dans les questions stratégiques et que tout à coup votre ennemi majeur disparaît, il y a deux solutions, soit vous en inventez, soit vous désarmez. Bon, on a fait les deux d'ailleurs, on a désarmé, mais surtout les Américains, eux qui étaient dans une position majeure, si vous voulez, ont eu deux penseurs qui ont structuré une grande partie de la réflexion stratégique, qui était Huntington avec le choc des civilisations. Comme par hasard, les entités menaçantes, c'était le monde islamique et le monde chinois. Ouais.
Et puis vous aviez Fukuyama qui, lui, avait décidé la fin de l'histoire. Bon, pour un historien comme moi, c'est toujours un peu désespérant d'entendre quelqu'un qui dit que c'est la fin de l'histoire, parce qu'on pensait qu'il y avait toujours du boulot. Il disait d'ailleurs que le dernier homme serait soumis à l'ennui le plus profond. Oui, ben enfin, il a pris position pour la guerre en Irak, donc finalement, il a dû lui-même considérer que c'était pas aussi net que ça. Et surtout, le clash des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça vous donne une idée, si vous voulez, de la puissance de ce qui était ce vide stratégique dans lequel ce délire sur le clash des civilisations a pu structurer une grande partie des débats. Bon. Après quoi, il y a eu le 11 septembre. Alors, tout à coup, le 11 septembre, c'est encore plus extraordinaire parce que l'ennemi est quelqu'un qu'il connaissait parfaitement. Ben Laden, quand même, c'est pas négligeable. Oui. 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre. Donc, deux choses. Il fallait une guerre, puisque l'Amérique en avait besoin. Il n'y avait jamais eu de guerre sur le territoire. Le dernier combattant de la guerre de sécession était mort en 1955. Donc, on manquait de problèmes, de menaces évidentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 et en janvier 2002, Bush déclare l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Iranien, ni Irakien, ni Nord-Coréen dans les avions, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez un événement évident, si vous voulez, de fabrication de l'ennemi. Et puis à la suite de ça, ça a été les multiples interventions qui ont été faites, parce qu'il fallait une guerre pour les Américains. Ça ne pouvait se laver que dans une guerre. Donc vous voyez comment même dans une démocratie, on peut arriver à non seulement à ce mensonge extraordinaire, parce que rappelez-vous, la guerre d'Irak, c'était ce pantomime de Colin Powell avec sa petite fiole. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'il y avait dans la fiole, parce que s'il avait laissé tomber dans l'Assemblée générale de l'ONU... La poudre de perlin. Du liquide vaisselle. Peut-être. Ouais, mais ça veut dire qu'on l'a manipulé, c'est un proche à lui qui l'a manipulé, puisqu'il a dit, il faut que tu montes ça à l'Assemblée générale de l'ONU. Il paraît qu'il ne s'en est jamais remis. Ah ben ça, je le comprends. Ou alors, il y avait effectivement peut-être de l'alcool très fort, il en est resté sous. Mais c'est vrai qu'il a disparu de la scène politique. Donc c'était le principal concurrent de George Bush, puisque c'était le général victorieux. Comment l'éliminer, si ce n'est avec une manipulation de cette nature? C'est prodigieux. Hein. Voilà. On revient tout de suite vers vous, Pierre Conessa, spécialiste du renseignement, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Notre dernier invité, Patrice Magneron, Initiative pour la défense de la nation française. Vous en êtes le fondateur. Tout à fait. Et l'actuel président. Bonsoir, Patrice Magneron. Un mot, soit d'actualité d'ailleurs, soit pour revenir sur ce que nous venons de commencer à échanger. Oui, en tant que représentant d'une association particulièrement souverainiste et patriote, on est bien évidemment déçus de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis des dernières déclarations. Donc on espère qu'il y aura surtout un sursaut de la population pour que cette comédie s'achève. Vous évoquez là évidemment la censure, la recherche une représentation nationale qui n'est pas à la hauteur, on le savait depuis un petit bout de temps, mais là ça atteint quand même des proportions... on a un député des Français de l'étranger, macronien, qui propose l'autodissolution. Oui. Qu'il s'autodissolve de douce. C'est de suicide politique, c'est absolument effarant. Je serais tenté de dire que c'est une pensée de gilets jaunes, ça, parce qu'ils ne veulent plus de représentants et ils favorisent, eux, l'autogestion. Donc pourquoi pas? Non, enfin... Ça n'a pas de sens tout ça. Donc ils sont pas à la hauteur, ils ne nous méritent pas, nous en tant que peuple. Et donc j'espère que on va sortir très rapidement de cette impasse, parce qu'on a quand même des sujets, que ce soit internationaux ou des sujets peut-être plus triviaux comme le pouvoir d'achat, mais essentiels, et on n'arrive pas pour l'instant à se positionner, à résoudre. Notre parole est affaiblie. Vraiment, le dernier exemple en date, c'est aujourd'hui avec ce que vient de faire von der Leyen sur la fin des négociations au niveau du Mercosur. Elle fait ça toute seule. On peut imaginer de toute évidence qu'elle n'en a pas parlé à Macron, ou si elle lui en a parlé, de toute façon, elle a fait ce qu'elle voulait, quoi. Donc il y a un vrai déclassement de notre voix, de notre position à l'international, qui n'est pas souhaitable, parce qu'on a quand même encore de sérieux atouts à jouer dans le monde, et il faut que on se réveille. Mais dans la fabrique de l'ennemi, dans les grands mythes fondateurs français, vous avez l'homme providentiel, vous avez l'ennemi aussi, toujours désigné, bouc émissaire, on l'appelle comme ça. C'est structurant de la vie politique française, ça. Donc à mon avis, il serait tentant... peut-être pour Emmanuel Macron d'agir par ce type de succès d'année, non? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il sache vraiment... Criminaliser, par exemple, ces extrêmes.
dire l'extrême gauche, finalement, avec le Hamas, soutient le terrorisme. L'extrême droite, la Russie de Poutine. Dire que les extrêmes, c'est les méchants, c'est pas vraiment un scoop. Mais leur criminalisation, non? Ouais. On peut l'imaginer. Moi, je pense que c'est un personnage qui manque tout simplement de vision. Il a toujours manqué de vision, même depuis 2017, pour le pays. Tout s'est fait à coup de pansement, de rapiessage, et on en paye les pots cassés aujourd'hui. C'est de ça dont on manque aujourd'hui, c'est d'une vision pour la France. Mais le problème, c'est que le président français, lui, il a une vision pour l'Europe. Alors voilà. Oui, mais pour lui, la France n'existe pas. Ou plus. Oui. Merci Patrice Magneron. Je vais revenir vers vous, Pierre Conessa, pour comprendre un peu cette fabrique de l'ennemi, la disséquer. Je rappelle 3 livres qui sont intéressants sur le sujet. Vous avez aussi, donc à part la fabrique de l'ennemi, Hollywood. C'est l'Hollywood comme arme de propagande massive. Et puis les mécaniques du chaos. Les mécaniques du chaos, c'est-à-dire que le chaos, le désordre crée de l'ordre. Il permet de revenir à... Je reviens un peu sur votre interrogation concernant Macron, parce que c'est pas le Macron qui est responsable de la situation actuelle. Regardez, aux dernières élections présidentielles, les forces politiques traditionnelles, qui étaient les Républicains et les partis socialistes, font 1,5 et 2%. Donc c'est un choc politique qui aurait dû les secouer, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr. Bon. Ils ont cherché des alliances plutôt que de s'interroger, parce que c'est quand même Macron qui a été élu. C'est ni Anne Hidalgo, ni Madame Pécresse. Madame Pécresse. Donc, ça aurait dû provoquer, parce que c'était des purs produits des systèmes politiques. C'était à l'intérieur de chaque système qu'on avait désigné ce qu'on croyait être la candidate ou il fallait une femme, etc. Non, ceux qui structuraient la droite et la gauche, le Parti socialiste d'un côté, et puis la droite gaulliste et centriste de l'autre. Oui, absolument. Et donc, je pense que ces deux partis auraient dû procéder à une espèce d'autocritique formidable. Alors, aujourd'hui, la seule ligne politique de tous ces partis, c'est de critiquer Macron. Une ligne politique. Vous voyez un candidat qui, de toute façon, s'il démissionnait demain, un candidat qui en sortirait? Non, il a raison, le champ politique s'est complètement éclaté, il s'est structuré autour des extrêmes, et dans ce sens-là, c'est une bonne opportunité pour lui de considérer qu'effectivement, on est quand même dans une situation où, à la différence des grandes démocraties, on n'est plus sur un bipartisme structuré, on est sur un multipartisme où chacun considère qu'il a gagné les élections. C'est quand même les seules élections où les 3 partis ont gagné. On pense avoir gagné. Quand on a une classe politique de cette nature, je veux dire, on a le droit de s'interroger. Quand l'homme propose l'autodissolution, c'est finalement, si vous voulez, après tout, un diagnostic qui est assez intéressant. Oui, complètement. Parce qu'il y a quand même besoin de les ramener à la base, quoi. Une sorte de harakiri. Non, c'est ça, une sorte d'harakiri. Donc, moi, j'ai trouvé que cette proposition était assez intéressante. Est-ce qu'elle sera suivie ou pas? J'en sais rien, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le corps électoral, lui, aujourd'hui, pense de cette espèce de situation où chacun dit non, et lui, il est illégitime. Vous avez Mélenchon dans le paysage qui dit la police tue. C'est lui qu'on va mettre à la tête de la police s'il est élu demain. Et pareil pour Madame Le Pen. Donc on est sur des situations où effectivement là on est dans une espèce d'impasse politique et je pense qu'il va falloir revenir à des élections. Simplement il ne peut pas y en avoir avant cet été. Voilà. Avant l'été prochain, pardon. Ouais, normalement ce serait le mois d'août ou alors il faudra attendre le mois de septembre. Oui, mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation actuelle. Ouais. Donc là c'est le chaos. C'est pas le chaos guerrier, si vous voulez. Non. C'est le chaos de l'affaiblissement. C'est ça qui est le plus dramatique, si vous voulez. Personne n'est en mesure, dans le gouvernement français aujourd'hui, de déclencher une guerre. Bon, s'il y avait une vague d'attentats, effectivement, il y aurait quelque chose. Mais c'est pas un système politique qui peut s'en sortir par la guerre, quoi, à mon sens. Alors comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Si je le savais, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas candidat à Matignon, c'est tout, la seule chose dont je sois sûr. Le reste. Donc vous n'êtes pas près de votre téléphone à attendre? Je ne suis pas près de mon téléphone. Il y en a plein qui sont près de leur téléphone. On en a cité quelques-uns. Il y en a même certains qui ressortent du placard. Ségolène Royal, par exemple, François Bayrou. Il faut savoir qu'elle était disponible, effectivement. Bon, enfin, je sais pas quelle est la retraite d'un ancien ministre, comme ça doit quand même permettre de vivre, non? Oui. Alors, il semblerait Michel Barnier et M. Retailleau voulaient leur retirer jusqu'à leur voiture de fonction et leur chauffeur. Ce que Mme Elisabeth Borne a très mal pris, d'ailleurs. Où va-t-on? Oui, où va-t-on? Ce que j'arrive pas à mesurer, c'est est-ce que c'est si grave que ça d'être dans cette impasse-là? Bon, là, aujourd'hui, ok, c'est la loi de finances, mais bon, des lois de finances, il y en a tous les ans. C'est pas parce qu'il y aura un quart de point de je ne sais trop quel taux qui aura varié que ça changera forcément la face du monde. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, tout compte fait, on va faire une loi spéciale et puis on va prendre les chiffres 2024 et on va les reporter en 2025. Ça fait très...
J'aime bien ça, ce côté gestion budget, là, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'entreprises. Mais on peut peut-être aussi attendre, effectivement, jusqu'à ces 6 mois-là. Il ne va pas se passer a priori grand-chose. Et puis là, effectivement, fort de cette prise de conscience, arriver à changer cette représentation nationale. Oui, bon, c'est très mécanique, les lois de finances, c'est tous les ans. Bon, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, pour reprendre un petit peu ce que disait Charles de Courson, elle était quand même très mal ficelée. Ouais. Ils sont partis sur des économies de 60 milliards, c'est pas du tout ce que nous demandait Bruxelles. Bruxelles nous demandait 0,5%, ce qui faisait à peu près 15 milliards. Il faut obéir à Bruxelles, Patrice Magnan ? Non, mais je veux dire par là, c'est que justement, ils ont été plus européens que ce que nous demandait Bruxelles, tout compte fait. Et peut-être qu'avec un budget, avec moins d'économies, déjà ça passait. Ensuite, la façon dont il a été ficelé, sur le volet recettes par exemple, 80% des recettes étaient soit non applicables, soit anti-européennes, soit anticonstitutionnelles. Donc, de toute façon, elles auraient été retoquées. Donc ça traduit aussi cette gestion à la va-vite et non réfléchie. Bon, j'incrimine pas Barnier là-dedans, parce que bon, le pauvre, il est arrivé, il nous fallait un Premier ministre. Il n'était pas obligé d'accepter. Il n'était pas obligé d'accepter, c'est vrai. Mais même si ça avait été un autre, en 4 mois, je vois pas ce qu'il pouvait vraiment faire, en définitive. Ça, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de profondeur, une fois de plus, dans les mesures qui allaient être apportées à notre budget. Donc, de toute façon... voilà, j'en reviens à ce que je dis à l'instant. Bon, manque de vision, manque de profondeur dans les mesures, c'est pas structurant tout ça. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.